Bonjour les élèves, je vous présente aujourd'hui la suite des solutions des exercices de la série concernant la décroissance radioactive et on va passer à l'exercice 4. La découverte de la radioactivité artificielle a permis d'associer à chaque élément un certain nombre de radioisotopes possédant les mêmes propriétés chimiques que l'élément stable. Ces radioéléments sont souvent utilisés en médecine et parmi eux, on trouve le sodium 24. Alors l'objectif de l'exercice est d'utiliser ce radioisotope, le sodium 24, pour mesurer le volume du sang d'un individu. La première question, le sodium Na24 est radioactif par émission β- et sa période est de 15 heures. Écrire l'équation de désintégration de Na+. Bon, premièrement, on doit écrire l'équation de désintégration du sodium Na24, sachant que c'est un radioactif émetteur de β-. Alors donc, on a le sodium 24, ZC11. Alors il va se transformer en un élément chimique que je vais noter par X. Et je détermine le nombre de nucléons et le nombre de charges par les lois de Soddy. Donc plus la particule β-, c'est un électron qui a une charge -1, ou bien le nombre de charges et le nombre de masse 0. Donc en appliquant les lois de Soddy, alors là on a 11. Donc forcément ici j'aurai 12. 12 moins 1 égale à 11. Et puisqu'ici on a 0, donc le nombre de nucléons ne change plus. Alors j'ai ici 24. Et en voyant le tableau périodique des éléments chimiques, j'en déduis que l'élément qui a Z égale à 12, c'est le magnésium. Donc X est le magnésium. Mg. Voilà pour la première question. Donc passons à la deuxième question. On injecte dans le sang d'un individu 10 cm3 de solution contenant initialement Na24 à la concentration de 10 puissance moins 3 mol par litre. La question est, quelle est la quantité de matière introduite dans le sang? Deuxième partie de la question, combien en restera-t-il au bout de 6 heures? Bon, deuxième question. Alors, on a le volume prélevé, pardon, le volume de la solution est 10 cm3. Donc, V égale à 10 cm3. Et la concentration, C0 égale à 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Alors, quelle est la quantité de matière introduite dans le sang? Ok, donc le volume injecté, c'est 10 cm3. La concentration est 10 puissance moins 3 mol. Donc la quantité de matière initiale, ça veut dire la quantité de matière injectée du sodium 24 est C0 fois V. Alors application numérique, ok. Donc on trouve que N0 égale à 10 puissance moins 5 mol. Voilà, 10 à la puissance moins 5 mol. Deuxième partie de la question. Bien sûr, en injectant ce volume dans le sang, le sodium est radioactif, donc elle émet les particules β-. Et au bout de 6 heures, quelle est la quantité de matière qui reste dans le sang de ce radioisotope? Okay. Donc, on sait que N, ça veut dire le nombre de noyaux de sodium présents dans le sang.
est régi par la loi de décroissance radioactive, donc égal à N0 exponentielle moins lambda T. Et la quantité de matière N0, ou bien la quantité de matière N présente de leçons, ok, donc elle est proportionnelle au nombre de noyaux, et le coefficient de proportionnalité, c'est 1 sur la constante d'Avogadro. Ok? Alors, ça veut dire que N est régi aussi par la loi de décroissance radioactive. Donc, je remplace ici N par N0 exponentielle moins lambda T, et je trouve que N égale à N0 divisé par Na exponentielle moins lambda T. Et finalement, donc on a N de T égale à la quantité de matière initiale qu'on vient de calculer ici, N0 exponentielle moins lambda T. Donc à T égale à 5 heures, ok? Donc N de T sera égal. Alors donc bon, ici lambda, donc on peut la déterminer à partir de la période. On nous a donné que la période, ou bien la demi-vie, c'est 15 heures. Donc ça veut dire que lambda égale à logarithme népérien de 2 divisé par la période t. Et lorsqu'on calcule n de t à 5 heures, on trouve la valeur suivante. Donc n égale à 7,57 fois 10 à la puissance moins 6 mol. Voilà pour cette question. Voilà. La dernière question. Au bout de 6 heures, on prélève 10 cm3 du sang du même individu. On trouve alors 1,5 10 puissance moins 8 mol de Na24. En supposant que le sodium Na24 est réparti uniformément de le sang et que l'on peut négliger la décroissance par élimination biologique. Calculer le volume sanguin. Pardon, ici c'est 6 heures, c'est pas 5 heures, parce que dans la question, au bout de 6 heures et pas 5 heures. Alors après 6 heures, voilà la quantité de matière bon, qu'on trouve, ok, ou bien qui est répartie uniformément dans le sang de l'individu. Donc, petit 3. Donc, à T égale à 6 heures, on prélève un volume que je vais noter par Vp, qui est égal à 10 cm3. La quantité de matière qui est dans ce volume de Na24 est N prélevé égale à 1,5 fois 10 à la puissance moins 8 mol. Et puisque la quantité de matière ou bien le sodium est réparti uniformément dans le sang de l'individu, ça veut dire que la concentration du sodium 24 dans le volume prélevé est la même que dans le sang de l'individu. Donc, je vais noter par V, T, volume sanguin, et la quantité de matière, N, totale. C'est la quantité de matière qu'on a calculée ici,
qui est égal à 7,57 fois 10 puissance moins 6 mol. Ok, donc 7,57 fois 10 à la puissance moins 6 mol. Alors là, puisque donc la concentration du sodium 24 dans le volume prélevé est la même que dans le sang de l'individu, ça veut dire son volume total. Donc je peux écrire que donc la concentration c'est la quantité de matière prélevée divisé par le volume prélevé sera égal à la quantité de matière totale sur le volume total. Alors là, j'en déduis le volume total, donc VT, sera égal à la quantité de matière totale divisé par la quantité de matière prélevée fois le volume prélevé. Et en effectuant une application numérique, on trouve que le volume total du sang égale à 5,04 litres. Et voilà le volume de l'individu. Voilà. Donc on passe au dernier exercice concernant la datation par l'utilisation du carbone 14. Bon, l'exercice 5, le carbone 14 est émetteur de β-. Sa période est de 5570 ans. Il apparaît dans la haute atmosphère au cours de chocs de neutrons présents dans le rayonnement cosmique, avec des noyaux d'azote N14. On fait l'hypothèse que la proportion de l'isotope radioactif C14 par rapport à l'isotope stable C12, donc rapport C14 sur C12, est demeuré constant dans l'atmosphère au cours de 100 000 dernières années. Les plantes assimilent du dioxyde de carbone contenant les deux isotopes C14 et C12 au cours de leur vie. Les végétaux vivants, comme les êtres vivants consomment les plantes, ont un rapport C14 sur C12 identique à celui existant dans l'atmosphère. Par contre, quand la plante meurt, le processus d'assimilation du carbone atmosphérique s'arrête. La teneur en C14 dans le végétal va décroître au cours du temps en raison de la désintégration radioactive. Dans le végétal mort, la distribution isotopique entre C14 et C12 évolue au fil du temps. La première question, donc, en appliquant les lois de Soddy, écrire les réactions, petit a, de formation de l'isotope C14 à partir de N14 et petit b, de désintégration de C14. Donc répondons à cette question, puis on passe à la suite. Bon, exercice 5, question 1, petit a. Alors petit a, on doit écrire l'équation ou bien l'équation nucléaire de la formation du carbone C14 dans les hautes atmosphères à partir du choc entre les neutrons qui proviennent du rayon cosmique avec l'azote donc N14. Okay. Alors, on part de l'azote N14. Voilà, donc le numéro atomique de l'azote C7. Donc plus un neutron. Alors là, on a 0 et là, on a 1. Donc on obtient le carbone C14, 6. Et pour trouver la particule émise, donc je dois appliquer les lois de Soddy. Alors cette particule émise aura comme nombre de charges, alors là on a 7
plus 0, ça donne 0. Alors là, je dois ajouter ici 1. Donc, conformément aux lois de Soddy. Ok, donc 6 plus 1 égale à 7. Et là, alors on a 14 plus 1, ça va donner 15. Et là, 14, donc ici, cette particule doit avoir un nombre de masse égal à 1. Okay. Et donc, cette particule, P, est un proton. Donc, cette transformation nucléaire n'est plus une radioactivité. Pourquoi? Parce que c'est une transformation qui n'est pas spontanée et qui n'est pas naturelle. Il est dû au choc entre les neutrons et l'azote. Okay? Alors, donc, petit b, lorsque le carbone donc, est formé, donc c'est un isotope instable, alors il va subir une désintégration bêta-, d'après les données, et on doit écrire l'équation de cette désintégration. Alors on part de carbone, donc 12, 6, ok. Donc il va donner bêta-, ça veut dire un électron qui porte un nombre de charges qui est égal à moins 1, et là on a 0. Okay. Donc la particule produite, ou bien le noyau produit, que je vais noter par X, donc en appliquant la loi de Soddy, alors là on a 6, et là on a moins 1, donc forcément je dois avoir ici 7. 7 moins 1, donc 6. Et puisqu'ici on a 0, donc pardon, ici c'est 14, c'est pas le carbone, parce que le carbone 12, il est stable. Donc 14, là, je dois avoir 14. Alors, ce noyau n'est autre que le noyau d'azote. Okay? Donc, on voit ici que, d'un côté, l'azote, lorsqu'il est heurté par les neutrons dans le carbone, d'après une réaction nucléaire provoquée, et de l'autre côté, le carbone formé se désintégrera spontanément pour donner de nouveau le noyau d'azote. Alors X est l'azote, ou bien le noyau d'azote N. Voilà pour la première question. Donc, passons donc à la deuxième question. Bon, question 2. Alors voilà les données. Une des manières de dater les habitants préhistoriques consiste à mesurer la radioactivité des échantillons de bois trouvés dans les différentes strates du sol. Pour cela, on compare la valeur de l'activité de ces échantillons à celle d'échantillons actuels, de même nature et de même masse. Donc ce sont les conditions de faire la datation, ou bien d'utiliser la datation par le carbone 14. Alors la deuxième question, donner l'expression de la variation de l'activité d'un échantillon de bois en fonction du temps. Okay. Et la troisième question, calculer l'âge d'un charbon de bois provenant d'une grotte préhistorique, sachant que le nombre de désintégrations mesurées est de 1,6 par minute, alors qu'elle est de 11,5 par minute pour un échantillon de charbon de bois de même masse produit actuellement. Alors, deuxième question, donc on nous demande de donner l'expression de la variation de l'activité d'un échantillon de bois en fonction du temps. Alors là, on peut donner directement la variation de l'activité en fonction du temps, ou bien on peut partir de son expression, donc A de t égale à d de n de t sur dt. Okay. Et on a le nombre de noyaux suit la loi de décroissance radioactive. Okay. Donc n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. Et en effectuant la dérivée, on trouve que A de t égale à lambda n0 exponentielle moins lambda t.
Donc, et lambda N0 égale à A0. Et du coup, on trouve que A de t égale à A0 exponentielle moins lambda t. Voilà l'expression de la variation de A de t en fonction du temps. Alors, donc, troisième question. Donc, calculer l'âge d'un charbon de bois provenant d'une grotte préhistorique, sachant que le nombre de désintégrations mesurées est de 1,6 par minute, alors qu'elle est de 11,5 par minute pour un échantillon de charbon de bois de même masse. Donc, on en déduit d'après les données que A0 égale à 11,5 désintégrations par minute et l'activité actuelle A égale à 1,6 désintégrations par minute. Alors on veut déterminer l'âge du charbon du bois trouvé dans la grotte préhistorique. Okay. Alors pour cela, donc on pourra partir du rapport de A0 sur A, donc qui est égal à A0 divisé par A0 exponentielle moins lambda t. Alors nous, on cherche t, la date. Donc je simplifie par A0, donc ici je trouve directement exponentielle lambda t. Et en appliquant le logarithme népérien, alors logarithme népérien de A0 sur A, donc égal à lambda t. Et d'où donc t égale à logarithme népérien de A0 sur A divisé par lambda. Et on déduit lambda d'après la période. Alors on a lambda égale à logarithme népérien de 2 sur la période. Et finalement, donc, implique que t égale, alors logarithme népérien de A0 sur A divisé par logarithme népérien de 2 fois t. Donc voilà l'expression de l'âge du charbon du bois. Et on passe à l'application numérique. On trouve, alors donc d'après les calculs effectués par calculatrice, t égale à 15 849, donc à peu près. Voilà. Alors, la dernière question concerne la fiabilité de l'utilisation de cette datation. Donc, l'hypothèse est la suivante. On considère que les datations obtenues par cette méthode sont fiables lorsque la valeur de l'activité AE, ça veut dire l'activité actuelle de l'échantillon étudié, diffère d'au moins 10% de celle de A0, de l'échantillon comparable actuel, et que cette valeur AE est supérieure à 0,1 fois A0. La question est de déterminer les limites de la période durant laquelle des datations par le carbone 14 sont possibles, ou plutôt sont fiables. D'après la question, on doit déterminer les limites de la période durant laquelle des datations par carbone 14 sont possibles ou bien sont fiables. Ça veut dire qu'on doit déterminer la limite inférieure et la limite supérieure.
Et on va donc encadrer, soi-disant, cette période en utilisant les données. Donc, d'après l'hypothèse, donc je relis l'hypothèse, on considère que les datations obtenues par cette méthode sont fiables lorsque la valeur de l'activité AE, donc la quatrième question, alors l'activité AE de l'échantillon étudié diffère d'au moins 10%, 10% de celle A0 de l'échantillon comparable actuel. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité A0 moins l'activité actuelle doit être inférieure à 0,1 à 0. Ça veut dire que A0 ne doit pas, AE ne doit pas dépasser 0,9 à 0. Donc ça veut dire que AE doit être inférieur ou égal à 0,9 à 0. Donc, on a transformé première hypothèse en cette égalité. Et la deuxième condition est que l'activité actuelle ne doit pas être inférieure à 0,1 à 0. Okay? Ça veut dire que l'activité actuelle doit être supérieure ou égale à 0,1 à 0. Alors, en respectant ces deux conditions, l'utilisation de la datation par le carbone 14 sera fiable. Okay? Ça veut dire ainsi, donc je peux encadrer AE, alors AE doit être inférieur ou égal à 0,9 à 0 et supérieur ou égal à 0,1 à 0. Alors cet encadrement va me permettre de déterminer les limites de la période durant laquelle des datations par C14 sont fiables. Okay? Donc l'activité à l'heure actuelle, je l'exprime en fonction du temps. Ça veut dire que A0 exponentielle moins lambda t, donc inférieur ou égal à 0,9 à 0, et là, inférieur ou égal à 0,1 à 0. Bon, je simplifie par A0 pour obtenir 0,1 doit être inférieur à exponentielle moins lambda t, qui est inférieur à 0,9. Okay? Et j'applique le logarithme népérien. Et le logarithme népérien est une fonction décroissante. Le sens de l'inégalité ne change pas. Alors donc, logarithme népérien de 0,1 doit être inférieur ou égal à moins lambda t, inférieur ou égal à logarithme népérien de 0,9. Donc je multiplie le tout par moins 1 et du coup, le sens de cette inégalité change. Okay? Donc ça veut dire que logarithme népérien de 0,9 sera inférieur ou égal. Alors ici, je dois mettre le signe moins. Okay? Inférieur ou égal à lambda t. Okay? Donc inférieur ou égal
A moins logarithme népérien de 0,1. Et puis, je divise par lambda. OK. Donc, t sera comprise entre moins logarithme népérien de 0,1 divisé par lambda. Et là, moins logarithme népérien de 0,9 divisé par lambda. Et en remplaçant lambda par logarithme de 2 divisé par la période, je trouve finalement que t sera inférieur ou égal à, donc, moins logarithme népérien de 0,1 divisé par logarithme népérien de 2 fois la période t. Et là, moins logarithme népérien de 0,9 divisé par logarithme népérien de 2 fois la période t. Alors, c'est la limite de la période de datation inférieure et là, la limite de la période de datation supérieure. Donc, on n'a qu'à faire une application numérique pour déterminer ces deux limites. Bon, la limite inférieure est de 847 ans. T. Et la limite supérieure est de 18 503. Voilà les deux limites. Okay. Donc, si on respecte ces deux limites, la datation sera fiable. Sinon, donc, la datation sera accompagnée des erreurs qui seront importantes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut utiliser cette datation qu'après la mort de l'être vivant d'un nombre donné qui est égal à 847 ans. Et sa mort ne doit pas dépasser 18 503 ans. Voilà, ici. Bon, merci pour votre attention, c'est tout. Et à la prochaine, soit série d'exercices ou bien leçon.